On dit que le chien patient mange l'os le plus gras, mais quiconque a vécu assez longtemps sait que ce n'est pas exactement vrai. Dans le monde réel, la patience est rarement récompensée. Dans le monde réel, le chien qui attend tranquillement finit généralement par regarder les plus confiants s'en aller avec tout. La plupart des gentils garçons sont ce chien patient. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'on leur a appris qu'être poli, être conciliant, être le gars qui ne se dispute jamais ou n'exige jamais, mène en quelque sorte au succès. Pourtant, regardez autour de vous. Le bureau, les rencontres, votre entreprise, votre famille. Est-ce que ça fonctionne comme ça ? Vous continuez à faire ce qu'il faut, mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes toujours le dernier à obtenir une augmentation, le dernier à être respecté, le dernier à être choisi, le dernier à être pris au sérieux. Quelque chose ne colle pas, et au fond vous le sentez. Il y a quelque chose que personne ne vous a jamais dit sur l'argent, surtout si vous êtes le bon gars. Des choses qui ne vous ont jamais été enseignées à l'école, dans votre famille ou dans la société. Mais une fois que vous les comprenez, toute votre vie financière change. Commençons par la première. Soyez prudent avec les prêts accordés à une femme avec qui vous couchez. C'est une situation qui peut rapidement se compliquer, et c'est une situation que beaucoup d'hommes négligent. Lorsque l'intimité se mêle à l'argent, les lignes deviennent floues. Certains hommes pensent que, parce qu'il y a une connexion sexuelle, le remboursement est presque garanti, ou qu'elle se sentira obligée de le rendre. Mais la vérité est que bien souvent, cette attente ne correspond pas à la réalité. Beaucoup de femmes dans ces situations n'ont pas l'intention de rembourser l'argent. Elles supposent que, parce que vous couchez ensemble, vous êtes d'accord pour laisser tomber. Et certains hommes tombent droit dans ce piège, pensant « je ne peux pas prendre ce risque maintenant, je ne veux pas gâcher ce que nous avons ». Mais la réalité est la suivante, votre argent a de la valeur, et l'intimité ne crée pas automatiquement de responsabilité financière. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes sont pareilles. Certaines ont de l'intégrité, et elles honoreront les accords, rembourseront à temps et montreront que leur parole compte. Mais d'autres ne le feront pas, et il n'y a aucun moyen de le savoir tant que vous ne l'avez pas testé. C'est pourquoi les petits prêts sont votre meilleur point de départ. Donnez-lui d'abord un peu d'argent, quelque chose que vous pouvez vous permettre de perdre sans stress, et voyez comment elle le gère. Le rend-elle quand elle dit qu'elle le fera ? Communique-t-elle honnêtement si elle a besoin de plus de temps ? Ses actions dans les petites situations révèlent beaucoup sur la façon dont elle gérera les plus grandes. Commencer petit vous protège également émotionnellement et financièrement. Donner de grosses sommes sans établir de confiance peut détruire des relations même occasionnelles et vous laisser un sentiment d'être utilisé ou frustré. L'argent a une façon d'exposer le caractère. Lorsque vous observez comment elle gère de petites obligations, vous obtenez une image plus claire de sa capacité à gérer de plus grandes responsabilités. Il est important d'aborder cela avec un état d'esprit de prudence et pas de suspicion. Il ne s'agit pas de douter de son caractère dès le départ, il s'agit de vous protéger tout en tâtonnant. Considérez cela comme la construction d'un cadre de confiance. Si elle gère bien le peu, elle est plus à même de gérer le beaucoup. Si elle ne le fait pas, vous vous épargnez de plus grandes pertes. Assurez toujours qu'un prêt que vous accordez est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Traitez cela comme un risque car c'est exactement ce que c'est. Votre stabilité financière passe avant tout, et aucune intimité ne devrait la compromettre. L'intimité ne crée pas automatiquement la confiance en matière d'argent, même lorsqu'il y a de l'attirance, de l'alchimie ou une relation sexuelle. En fin de compte, prêter de l'argent est une décision qui exige clarté et limite. Protégez-vous en commençant petit, en observant les actions plutôt que des mots, et en ne vous mettant jamais dans une position où le remboursement serait impossible à faire exécuter. Votre temps, votre énergie et votre argent sont tous précieux, et les mélanger négligemment avec l'intimité peut conduire à des leçons apprises à la dure. Commencez petit, faites attention, et laissez l'intégrité guider le chemin. Numéro 2. N'évitez pas la conversation sur l'argent avant le mariage. C'est une erreur de débutant que font les hommes. Reporter les conversations sur l'argent parce qu'ils pensent que c'est gênant, peu romantique ou inutile. Beaucoup d'hommes croient que l'amour arrangera tout, que les sentiments l'emporteront sur les finances, ou que parler d'argent trop tôt pourrait les faire paraître méfiants. Mais la vérité est qu'éviter cette conversation peut entraîner de graves problèmes plus tard. Entrer dans une relation sérieuse, une cohabitation ou un mariage sans comprendre pleinement la situation financière de votre partenaire est un énorme risque. Vous devez connaître les dettes, les codes de crédit, les habitudes de dépenses et les objectifs financiers à long terme. Sauter cette étape, c'est comme construire une maison sans vérifier les fondations.
Tout semble bien en surface, mais les fissures apparaissent rapidement lorsque la pression survient. Et dans les relations, la pression financière est l'une des sources de conflits les plus courantes. En fait, des études montrent constamment que les problèmes d'argent sont parmi les principales causes de stress conjugal et de divorce. Ignorer la conversation sur l'argent prépare le terrain pour un choc post-mariage. Imaginez découvrir que votre partenaire a des dettes massives, a une mauvaise cote de crédit ou prend des décisions de dépenses qui s'opposent à votre propre philosophie financière. Ces surprises peuvent provoquer du ressentiment, des tensions et des disputes qui auraient pu être évitées. Une fois mariés ou en cohabitation, les problèmes financiers deviennent des responsabilités partagées. Et soudain, ce qui semblait gérable avant le mariage devient une crise à part entière. La clé est la transparence. Avoir la conversation sur l'argent n'a pas besoin d'être froid, gênant ou conflictuel. Il s'agit de comprendre les valeurs, les habitudes et les objectifs de chacun. Parlez ouvertement des dettes, de l'épargne et de la façon dont chacun de vous aborde les dépenses. Partagez vos aspirations financières, vos peurs et vos attentes. Ce n'est pas une négociation, c'est bâtir la confiance et créer un alignement pour un avenir commun. Commencer cette conversation tôt vous donne également l'occasion de planifier ensemble. Vous pouvez établir des budgets, discuter de la manière de gérer les dettes existantes, créer des objectifs financiers communs et vous mettre d'accord sur des stratégies pour éviter les conflits à l'avenir. Les hommes qui parlent d'argent avant le mariage constatent souvent qu'ils ont des partenariats plus solides parce qu'ils savent où se situe chaque personne et quels compromis sont raisonnables. Sauter cette étape, c'est comme construire une maison sans vérifier les fondations. Tout semble bien en surface, mais les fissures apparaissent rapidement lorsque la pression survient. Et dans les relations, la pression financière est l'une des sources de conflits les plus courantes. En fait, des études montrent constamment que les problèmes d'argent sont parmi les principales causes de stress conjugal et de divorce. Ignorer la conversation sur l'argent prépare le terrain pour un choc post-mariage. Imaginez découvrir que votre partenaire a des dettes massives, a une mauvaise cote de crédit ou prend des décisions de dépenses qui s'opposent à votre propre philosophie financière. Ces surprises peuvent provoquer du ressentiment, des tensions et des disputes qui auraient pu être évitées. Une fois mariés ou en cohabitation, les problèmes financiers deviennent des responsabilités partagées. Et soudain, ce qui semblait gérable avant le mariage devient une crise à part entière. La clé est la transparence. Avoir la conversation sur l'argent n'a pas besoin d'être froid, gênant ou conflictuel. Il s'agit de comprendre les valeurs, les habitudes et les objectifs de chacun. Parlez ouvertement des dettes, de l'épargne et de la façon dont chacun de vous aborde les dépenses. Partagez vos aspirations financières, vos peurs et vos attentes. Ce n'est pas une négociation, c'est bâtir la confiance et créer un alignement pour un avenir commun. Commencer cette conversation tôt vous donne également l'occasion de planifier ensemble. Vous pouvez établir des budgets, discuter de la manière de gérer les dettes existantes, créer des objectifs financiers communs et vous mettre d'accord sur des stratégies pour éviter les conflits à l'avenir. Les hommes qui parlent d'argent avant le mariage constatent souvent qu'ils ont des partenariats plus solides parce qu'ils savent où se situe chaque personne et quels compromis sont raisonnables. Éviter la conversation sur l'argent peut sembler sûr et romantique sur le moment, mais c'est bien plus risqué à long terme. L'amour est important, mais il ne peut pas résoudre l'incompatibilité financière. Être honnête et direct au sujet de l'argent garantit que les deux partenaires entrent dans le mariage avec une compréhension claire et un plan. Cela réduit les surprises, prévient le stress inutile et renforce la fondation de votre relation. Alors, ne fouillez pas cette conversation pour éviter d'avoir l'air méchant. Planifiez la conversation, faites-en une partie de la croissance de votre relation et abordez-la avec curiosité, empathie et ouverture. La conversation sur l'argent n'est pas une question de méfiance, il s'agit de protéger votre avenir ensemble. Plus vous commencez tôt, plus il est facile de gérer les challenges, d'éviter les chocs et de bâtir un mariage à la fois fort émotionnellement et financièrement. Numéro 3. Dire oui à tout le monde est un suicide financier. Dire oui à tout le monde est une des façons les plus silencieuses de vider votre compte en banque. Cela semble inoffensif, cela semble poli, et cela semble même généralement être la bonne chose à faire. Pourtant, cela détruit votre temps, votre focus et votre avenir financier plus vite que vous ne le pensez. Vous avez cet ami qui a toujours besoin d'un coup de main. Cela commence généralement petit. Une petite faveur ici, une petite course là, puis ça grandit. Maintenant, vous êtes la personne qu'ils appellent quand ils sont coincés, stressés ou non préparés. Vous aimez aider? Alors vous dites oui. Vous le dites sans réfléchir. Vous le dites même quand vous êtes fatigué. Vous le dites même lorsque cela met de côté vos propres plans. Et puis, il y a votre boss. Ils attendent la toute fin de la journée pour s'approcher avec une pile de travail et dire « Que tu s'occupes de ça pour moi ?» Pendant ce temps, vous êtes déjà en retard.
Vos propres tâches sont là, intactes. Mais que faites-vous? Vous forcez un sourire et dites « Oui, bien sûr, pas de problème », même si à l'intérieur vous vous dites « Je ne sais pas comment je vais terminer ça ». Alors vous restez. Tout le monde est rentré chez lui, le bureau est calme, et vous, vous êtes toujours là, essayant de travailler pour vous rattraper. Et pendant que vous êtes là à essayer que certains disent enfin « Waouh, excellent travail, vous nous avez vraiment sauvés aujourd'hui », cela n'arrive presque jamais. Si vous continuez à faire ça, un jour vous regarderez autour de vous et réaliserez que vous travaillez depuis des années et que vous n'avez rien à montrer. Voici ce que beaucoup de gentilshommes ne réalisent jamais. Chaque oui a un prix caché. Vous abandonnez une heure ici, 10 minutes là, une soirée entière ailleurs. Vous reportez vos propres objectifs. Vous donnez votre énergie à la priorité de quelqu'un d'autre. Au bout de compte, vous êtes épuisé, frustré et vide. Et vous regardez votre vie en vous demandant pourquoi rien ne n'avance. Dire oui semble généreux, mais cela pousse doucement vos propres rêves dans le coin de votre vie. L'argent croît quand vous protégez votre temps. Le temps est le sol où les idées, les plans et les opportunités prennent une racine. Quand vous donnez ce sol à tout le monde, vous vous affaiblissez. Vous affaiblissez votre progrès et vous affaiblissez votre pouvoir de gain. Quand une personne dit toujours oui, les autres s'arrêtent de vérifier si la demande est juste. Ils assument juste que vous allez vous en occuper. Ils assument que vous êtes libre. Ils s'appuient sur vous sans demander si la charge est trop grande. Beaucoup d'entre eux sont bien intentionnés et se soucient de vous, mais ils se sont habitués au oui facile. Puis un jour, vous vous réveillez fatigué, irritable, même peut-être ressentant de l'amertume. Vous ne savez pas pourquoi, mais dans votre fond, quelque chose ne va pas. Vous vous sentez étiré et tenu pour acquis. Pourtant, vous continuez à dire oui, par peur de décevoir les gens, peur d'être étiqueté comme impoli ou peur de conflit. Mais la vérité est que dire non n'est pas poli, c'est du respect de soi. Vous êtes une seule personne qui a un temps limité, une énergie limitée, des objectifs qui demandent de l'attention et vous méritez de les protéger. Lorsque vous commencez à dire non, quelque chose d'intéressant va se produire. Les gens qui vous apprécient vont s'adapter. Ils vont respecter votre temps, traiter votre temps avec plus de soin. Et les personnes qui ne voulaient que vous utiliser disparaîtront tranquillement. C'est alors que votre vie financière commencera à changer. Vous commencerez à vous présenter pleinement dans les domaines qui comptent. Vous deviendrez plus vif et productif. Vous grandirez plus vite et vous garderez plus d'énergie pour les choses qui construisent votre avenir. Dire oui à tout le monde vous vole votre vie. Dire non vous la redonne. Numéro 4. Vous ne pouvez pas aider tout le monde et c'est pas grave. Beaucoup de gentils garçons ont du mal avec ça. Nous grandissons avec cette attente silencieuse qu'un véritable homme porte tout le monde, soutient tout le monde et résout tous les problèmes. Alors quand quelqu'un a pâle, quand quelqu'un a besoin d'argent, quand quelqu'un est en difficulté, nous avons cette pression dans notre poitrine. Nous avons l'impression que nous devons intervenir et tout réparer, même quand nous ne tenons à peine le coup nous-mêmes. Et la vérité est qu'aider les gens vous fait sentir utile, fort et nécessaire. Mais avec le temps, vous commencez à vous sentir fatigué. Vous commencez à avoir l'impression que les gens vous voient comme une solution, pas comme un être humain. Essayer d'être le filet de sécurité de tout le monde va vous noyer. Cela semble noble et héroïque, mais cela vous tire lentement vers le bas. Vous entendez une sonnerie sur votre téléphone et votre cœur se serre un peu. Vous savez déjà que quelqu'un est sur le point de demander quelque chose. Si ce n'est pas un prêt, c'est une faveur ou un sauvetage d'un problème qu'ils ont créé. Et le pire, c'est que vous dites oui même quand vous n'allez pas bien vous-même. Vous devenez le fonds d'émergence pour tous les amis fauchés. Vous devenez le soutien émotionnel pour tous les parents qui refusent de changer. Vous devenez la personne que tout le monde appelle quand ils rencontrent des problèmes qu'ils auraient pu éviter. Et si vous laissez cela continuer, la vie deviendra un cycle de sauver les autres tandis que votre vie reste bloquée. Lorsque vous continuez à aider des personnes qui refusent de s'aider elles-mêmes, vous ne les sauvez pas. Vous ne faites que retarder le moment où elles apprennent la responsabilité. Vous portez un poids qui ne vous appartient pas. Vous soulevez un fardeau qui est censé leur apprendre quelque chose. Et plus vous continuez à le porter, plus il devient lourd. Puis un jour, vous vous asseyez seul et réalisez quelque chose de douloureux. Vous avez soulevé tout le monde, sauf vous-même. Vous avez soutenu des personnes qui ne porteraient pas la moitié du fardeau pour vous. Vous avez tellement donné qu'il ne vous reste presque rien pour votre propre vie. Il y a une chanson où l'artiste a chanté « J'ai pris trop de toi et tu m'as laissé faire ». C'est l'attitude que vous obtenez des gens une fois qu'ils ont tout tiré de vous et qu'ensuite c'est à votre tour d'avoir besoin d'aide. Vous ne pouvez pas sauver les gens qui refusent de grandir.
Vous ne pouvez pas secourir les adultes qui refusent de se tenir debout. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à vous investir dans des gens qui continuent de vous montrer qu'ils aiment prendre beaucoup plus qu'ils ne donnent. Vous sauver n'est pas égoïste, c'est de la sagesse. Lorsque vous protégez votre énergie, votre argent et votre temps, vous faites simplement de la place pour que votre propre vie grandisse. Vous vous donnez la chance de construire quelque chose de solide, quelque chose de significatif, quelque chose qui dure. Et voici la partie qui surprend le plus les gentils garçons. Lorsque vous cessez d'être disponible pour chaque crise, les gens qui vous aiment vraiment s'adaptent. Ils commencent à respecter votre temps. Ils commencent à résoudre leurs propres problèmes et ils vous apprécient davantage. Et les gens qui ne venaient que pour ce que vous pouviez donner disparaîtront tranquillement. Lorsque vous acceptez enfin que vous ne pouvez pas aider tout le monde, vous entrez dans un nouveau niveau de paix. Vous commencez à vous concentrer sur votre avenir. Vous commencez à protéger votre argent. Vous commencez à construire une vie que personne ne peut épuiser. Sauvez-vous d'abord. C'est la seule façon d'aider les autres de manière significative et à grande échelle. Numéro 5. Ne soyez pas pressé d'offrir une assistance financière à une personne qui vous plaît. Être pressé d'aider financièrement une personne qui vous plaît peut sembler être la bonne chose à faire sur le moment. Vous la voyez aux prises avec quelque chose et votre première pensée est d'intervenir, d'ouvrir votre portefeuille et de résoudre le problème pour elle. Vous vous dites, si je l'aide maintenant, elle m'aimera davantage. Elle verra que je suis fiable, généreux ou sérieux à son sujet. Si vous avez déjà fait cela, ne le refaites plus. Donner de l'argent pour obtenir l'affection de quelqu'un se retourne presque toujours contre vous. L'argent aux premiers étages d'une relation crée une dynamique étrange. Il déplace l'attention de qui vous êtes et la met entièrement sur ce que vous pouvez fournir. Elle ne tombe pas amoureuse de votre argent, elle l'utilise pour se faciliter la vie, se sentir à l'aise ou bien paraître pour l'homme qu'elle aime déjà. Votre générosité ne crée pas de sentiments qui n'étaient pas là au départ. En fait, cela peut rendre les choses confuses, car elle pourrait commencer à dépendre de vous d'une manière qui n'a pas de lien avec une véritable connexion. La réalité est que si elle aime vraiment un autre homme, votre argent pourrait même finir par l'aider. Vous donnez, pensant que c'est un pas vers la proximité, mais elle pourrait utiliser cet argent pour bien s'habiller, sortir pour le voir, ou même le lui prêter s'il le demande. Vous n'investissez pas dans une relation avec elle, vous financez simplement sa vie, et son coup de cœur, ou son petit ami. C'est un piège facile dans lequel tomber parce que vos intentions semblent bonnes, et que votre cœur est au bon endroit. Mais les bonnes intentions ne peuvent pas fabriquer l'affection. Se précipiter à dépenser de l'argent comme un moyen d'impressionner est aussi un raccourci. C'est une tentative d'acheter de l'influence au lieu de construire une vraie connexion. La véritable attraction se développe d'expériences partagées, de rires, de conversations et de respect mutuel. Ces choses n'ont pas de prix. Lorsque vous commencez des relations avec l'argent comme outil principal, vous sautez les parties importantes, comme apprendre à la connaître, comprendre ce qui la fait vibrer et créer des mémoires qui durent. Il y a aussi un risque de dépendance. Lorsque l'argent circule trop rapidement dans une relation naissante, cela peut créer des attentes ou des habitudes difficiles à maintenir. Vous pourriez vous sentir obligé de continuer à donner, elle pourrait même commencer à s'y attendre, et la relation peut être alourdie par une tension qui n'a rien à voir avec les sentiments ou la compatibilité. La meilleure approche est la patience et la présence. Montrez de la valeur par l'attention, la prévenance et la consistance. Soyez généreux avec votre temps, votre énergie et votre soin, pas seulement avec votre argent. Laissez-la apprendre à connaître le vrai vous, celui qui a des idées, de l'humour et du caractère. C'est le genre de connexion qui dure. Alors avant de vous précipiter à donner de l'argent, faites une pause. Demandez-vous si cela aide vraiment la relation ou si cela vous donne simplement l'impression de faire quelque chose. Donnez quand cela compte, pas pour impressionner. Investissez dans qui vous êtes, pas dans l'illusion que l'argent peut créer des sentiments. Les relations prospèrent grâce à la présence, les efforts et l'authenticité, pas la vitesse à laquelle vous pouvez vider votre portefeuille. Numéro 6. Être gentil ne vous rendra pas riche. Être précieux le fera. S'il y a une chose sur laquelle nous pouvons nous mettre d'accord, c'est que la gentillesse fait du bien. La plupart d'entre nous ont grandi en se faisant dire d'être polis, d'être amicaux, d'aider les autres et qu'en quelque sorte, le succès se manifesterait. J'aimerais que cela fonctionne comme ça, mais ce n'est pas le cas. La gentillesse, aussi belle soit-elle, n'est pas une stratégie pour bâtir la richesse ou progresser au travail ou en affaires. Imaginez ceci un instant. Vous êtes à une fête animée. Musique, gens qui se mélangent, tout le monde se présente. Une personne parle avec aisance de ce qu'elle fait, des compétences qu'elle a et de la valeur qu'elle apporte. Une autre personne se tient là, souriant, hochant la tête, étant polie mais ne disant jamais vraiment rien sur elle-même. Qui pensez-vous que les gens retiendront ? C'est exactement ainsi que fonctionne la vie en matière d'argent
et d'opportunités. Pour être clair, la première personne est celle dont on se souviendra. Être précieux signifie se présenter avec des compétences dont les gens ont besoin et rendre absolument clair pourquoi ces compétences sont importantes. Cela signifie être fier de ce que vous faites et être ferme sur la qualité que vous livrez. Cela signifie établir des limites autour de votre temps et de votre énergie. Lorsque vous faites cela, vous n'êtes pas seulement gentil, vous êtes respecté. Vous êtes considéré comme quelqu'un qui a quelque chose d'important à offrir et c'est la personne qui est bien payée et qui obtient une promotion. Voici un exemple. Disons que vous travaillez dans une entreprise. Vous êtes gentil avec vos collègues, toujours aidant, toujours poli. Mais si vous ne parlez jamais de vos réalisations ou ne demandez jamais d'augmentation, votre gentillesse peut finir par vous coûter cher. D'autres qui se manifestent, négocient leur salaire ou mettent en valeur leurs réalisations, prendront de l'avance. Dans ce monde, l'habileté et la confiance l'emportent, pas seulement le gentil garçon qui ne fait pas de vagues. Parlons des limites une seconde. Être précieux signifie savoir quand dire non, protéger la qualité de votre travail et ne pas laisser les autres profiter de votre gentillesse. Cela peut sembler dur, mais établir ces limites, c'est ce qui distingue les professionnels. Quand les gens vous voient valoriser votre propre travail, ils commencent à le valoriser aussi. Ce respect les rend disposés à payer pour votre travail, à vous offrir de meilleures affaires et à vous faire confiance pour de grandes responsabilités. La gentillesse est une belle qualité à avoir, mais elle va de pair avec la valeur, et non à sa place. Imaginez la gentillesse comme le sol où succès pousse, mais la valeur est la graine et les racines. Sans valeur, tout à s'effondre. Si vous voulez le succès et la liberté financière, cela commence par voir clairement votre propre valeur. Devenez très bon dans ce que vous faites. Partagez vos compétences avec confiance, ne craignez pas de rester ferme sur ce que vous méritez. Les gens ne donneront pas simplement d'argent et des promotions parce que vous êtes gentil. Ils le feront parce qu'ils vous considèrent comme quelqu'un de précieux. La prochaine fois que vous penserez à être gentil, rappelez-vous de cela. Être bon aux gens fait partie de l'histoire, mais être précieux, c'est ce qui fait arriver le jour de paye. Quand vous combinez les deux, vous créez une force impossible à ignorer. Numéro 7. Sous-évaluer votre travail est le moyen le plus rapide de rester fauché. Celui-ci est énorme parce qu'il s'ensuit chez beaucoup de gentils garçons. Vous êtes le genre de personne qui veut maintenir la paix, éviter les conflits et simplement entretenir les relations. Alors, quand il s'agit d'argent, vous acceptez le taux qui vous semble juste ou facile sur le moment. Peut-être pensez-vous, je vais commencer ici et cela augmentera naturellement plus tard. Fausse idée, mon ami. Dans des places comme en France, en Belgique ou au Royaume-Uni, les augmentations ne se produisent pas automatiquement. Quelqu'un doit les demander. Si vous ne faites pas le premier pas, vous restez coincé. Commencer trop bas peut sembler sûr, mais c'est en fait un piège. Imaginez une échelle où vous marchez sur le barreau le plus bas. Si vous ne montez pas bientôt, ce barreau deviendra votre vue permanente. Votre salaire n'augmentera pas magiquement et votre valeur aux yeux de votre employeur ou de vos clients restera à ce même niveau bas. C'est comme fixer le plafond pour vous-même avant même d'avoir commencé. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que le monde récompense généralement ceux qui montrent de la confiance en leur valeur. Si vous acceptez silencieusement moins de ce que vous méritez, les gens supposent que c'est votre valeur et vous payent en conséquence. Votre politesse, votre attitude de « je ne veux pas causer de problème » finit par vous coûter cher. Demander plus d'argent peut être inconfortable. Cela peut donner l'impression de faire des vagues ou d'être difficile. Mais rester silencieux a de pires conséquences. Vous échangez votre futur gain contre la paix du moment et, avec le temps, ces dollars perdus s'ajoutent pour créer un écart sérieux dans votre vie financière. Pensez aux travailleurs indépendants qui négocient des projets. S'ils disent toujours oui aux offres au rabais, c'est le type de contrat qu'ils continueront à attirer. Les clients s'habitueront à payer des tarifs plus bas et s'attendront à ce que vous continuiez à livrer à ce prix-là. Pour inverser la tendance, vous devez valoriser ce que vous apportez et donner le ton tôt. Parlez de vos compétences et des résultats que vous livrez, et soyez prêt à partir si vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Pour les employés salariés, c'est la même histoire. Ne comptez pas sur vos patrons pour remarquer à quel point vous travaillez dur ou pour augmenter votre salaire quand ils auront le budget. Prenez le contrôle en préparant des raisons claires pourquoi vous méritez plus, et présentez-les avec confiance. Si vous attendez des augmentations qui pourraient ne pas venir, vous resterez au même endroit tandis que d'autres avanceront. Cette idée va au-delà du simple argent. Sous-évaluer son travail, ça mine votre confiance et limite vos opportunités. La bonne nouvelle est qu'une fois que vous commencerez à reconnaître votre valeur et à la demander, tout changera. Des portes s'ouvriront, vos relations avec les clients ou les employeurs changeront et votre vie financière s'améliorera. Si vous avez été coupable d'accepter moins juste pour éviter les problèmes, il est temps de changer d'état d'esprit. La politesse, c'est magnifique, mais laissez-la soutenir votre valeur, ne l'embellissez pas. Demandez ce que vous méritez, commencez par votre valeur et regardez comment votre chemin financier commence à s'élever. Numéro 8. Payer des frais ou type exorbitants pour éviter la gêne vous épuisera.
Payer des frais au type exorbitant pour éviter la gêne peut sembler inoffensif sur le moment, mais c'est en fait une habitude coûteuse au fil du temps. Nous sommes tous passés par là. Vous êtes au restaurant, dans un taxi ou à un comptoir de service, et la facture présente une légère divergence. Peut-être que le pourboire suggéré est plus élevé que ce que vous aviez prévu, ou qu'il y a des frais mineurs qui ne vous semblent pas justifiés. Au lieu de le remettre en question, vous haussez les épaules, donnez l'argent et passez à autre chose, espérant éviter une conversation inconfortable. Cela semble plus simple, cela semble poli, et sur le moment cela fonctionne, mais avec le temps cela s'additionne. Le piège est subtil mais puissant. Chaque acte individuel semble mineur, juste quelques dollars de plus ici, un petit trop paiement là, mais lorsque répété des dizaines ou des centaines de fois par an, cela devient une perte significative. C'est de l'argent dépensé uniquement pour éviter une faible friction sociale. Vous payez essentiellement une premium pour le confort du moment, et cette premium se compose silencieusement. Ce comportement est motivé par un désir naturel d'éviter la tension, la confrontation ou le jugement. Nick Newell ne veut apparaître radin, ni rude, ni difficile, surtout dans des contextes sociaux. Nous craignons de poser une question sur un frais ou de demander une petite réduction, rendre la situation inconfortable. Mais la vérité est que la plupart des prestataires de services s'attendent à des questions polies. La plupart sont heureux de clarifier les frais ou de faire des ajustements si nécessaire. Vous ne provoquez pas une scène, vous protégez vos finances. Il y a une plus grande leçon ici sur la prise de conscience et l'intentionnalité. Dépenser trop pour éviter des moments gênants est une forme d'effute passive de votre portefeuille. C'est de l'argent qui disparaît sans que vous ne le remarquiez, parce que cela n'a jamais semblé être une vraie dépense. Sur une année, ces petits actes de dépenses excessives peuvent représenter des centaines, voire des milliers de dollars, d'argent qui aurait pu aller dans l'épargne, les investissements ou des expériences qui comptent réellement. La solution à ce problème est simple. Vous devez pratiquer l'assertivité consciente. Remettez poliment des frais, demandez des clarifications ou demandez des petits ajustements si nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'être agressif ou confrontatif, juste clair et confiant. Avec le temps, cela buildait une habitude de prendre le contrôle de vos décisions financières au lieu de laisser l'inconfort social dicter vos dépenses. C'est une autre raison de repenser les pourboires et les frais. Un pourboire généreux pour un excellent service est bien, mais payer bien au-delà de ce qui est raisonnable par guilt ou par peur est une autre histoire. Chaque décision doit être intentionnelle plutôt qu'automatique. La prise de conscience de l'endroit où va votre argent, particulièrement dans ces petites situations fréquentes, est la pierre angulaire des habitudes financières intelligentes. La prochaine fois que vous êtes tenté de payer un supplément juste pour éviter un moment de gêne, faites une pause. Demandez-vous si ce paiement est réellement justifié ou s'il est motivé par la peur de l'inconfort. Prendre le contrôle dans ces petits moments préserve à la fois vos finances et votre tranquillité d'esprit. À long terme, être assertif, clair et intentionnel avec vos dépenses vous économisera beaucoup plus que quelques secondes de gêne. Finalement, ne manquez jamais de faire respecter les contrats ou les factures. Ceci s'adresse principalement aux travailleurs indépendants et aux entrepreneurs. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombe le gentil garçon survient une fois le travail terminé. Vous terminez un projet, fournissez un service ou livrez de la valeur à un client ou à un associé, puis vous hésitez à faire le suivi des factures impayées ou à faire respecter les contrats. Vous vous dites que vous ne voulez pas paraître insistant, exigeant ou difficile. Vous craignez que demander un paiement ne ruine une relation. Le problème est le suivant. Votre hésitation vous coûte de l'argent. Chaque facture impayée, chaque contrat ignoré est de l'argent qui vous appartient, gagné équitablement, que vous laissez s'échapper. Avec le temps, ces sommes impayées s'additionnent, transformant effectivement votre travail en travail gratuit. Vous faites tout le travail, mais parce que vous êtes gentil, vous ne demandez pas ce qui vous est dû. La mentalité de gentil garçon consistant à éviter les frictions signifie souvent effectuer un travail gratuitement dans l'espoir que le maintien d'une réputation amicale portera ses fruits, alors qu'en réalité, ce n'est peut-être pas le cas. Faire respecter les contrats et faire le suivi des factures n'est pas impoli, ce n'est pas agressif, ce n'est pas une trahison de votre image de personne facile à travailler. Au contraire, c'est une démonstration de professionnalisme. Les clients s'y attendent. En fait, les bons clients le respectent. Lorsque vous laissez les paiements glisser, vous apprenez aux gens que votre temps et vos efforts ne sont pas aussi précieux que les leurs. C'est exactement le contraire du respect que vous essayez de bâtir. La solution est simple et pratique. Commencez par des contrats clairs qui décrivent les conditions de paiement, les délais et les conséquences en cas de paiement tardif. Lorsqu'une facture est en retard, faites le suivi poliment mais fermement. Envoyez des rappels, passez des appels et gardez une trace de ce qui est dû. Traitez le paiement comme non négociable, car il l'est. Être cohérent ne vous rend pas insistant, cela vous rend fiable et professionnel. Ironiquement, les clients qui respectent le plus les limites et les conditions de paiement sont ceux qui restent le plus longtemps.
Les gentils garçons ont tendance à aplanir l'inconfort du moment, mais éviter l'application de la loi crée de plus gros problèmes à long terme. Cela perturbe les flux de trésorerie, vous empêche d'investir en vous-même ou dans votre entreprise, et apprend lentement aux clients ou associés que votre générosité est une opportunité, pas un choix. Vous n'êtes pas méchant ou difficile lorsque vous faites le suivi des factures impayées ou faites respecter les contrats. Non, vous vous protégez et protégez la valeur de votre travail. Alors la prochaine fois qu'un client n'a pas payé, arrêtez d'être un gentil garçon et faites le suivi. Tenez bon, protégez votre revenu. Être un gentil garçon ne signifie pas être un paillasson, cela signifie être intelligent, juste et respecté pour le travail que vous faites. Lorsque vous faites respecter les contrats et les factures, non seulement vous êtes payé, mais vous enseignez au monde la valeur de votre temps et de vos efforts. Voilà pour aujourd'hui mon frère. Si vous prenez au sérieux quelques-unes de ces leçons, je vous le promets, elles commenceront à changer la façon dont vous gérez votre argent, votre temps, vos relations et votre vie en général. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec un ami qui a besoin d'entendre ceci. Faites-moi confiance, il vous remerciera plus tard. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez vigilants.